Bien, bonjour à tous. Nous allons démarrer cette table ronde sur le thème du Big Data. Je vois que le sujet intéresse suffisamment pour qu'on ait des amis qui fassent la queue dehors. Donc, j'espère qu'on va vous trouver une petite place dans le coin. Merci également à tous ceux qui nous suivent au travers de la chose que l'on appelle Internet, puisque nous sommes en direct sur Internet, on vient de l'apprendre et on est très heureux de cette opportunité. Ça veut dire aussi pour ceux qui éventuellement n'arriveraient pas à tout entendre, vous pourrez certainement revoir cette table ronde qui va être passionnante, j'en suis convaincu. On va parler du Big Data avec un certain nombre de nos invités. Je me présente en deux mots, je m'appelle Philippe Neubourg, j'anime une communauté qui s'appelle Décidéo sur l'informatique décisionnelle et forcément on parle de données volumineuse, puisque c'est un des termes qui permet de traduire cet anglicisme de Big Data. Et puis, aujourd'hui, nous avons autour de la table Anse-Joseph Genron, qui est directeur marketing chez Cinequar, Frédéric Brajon, qui est Digital Information Strategy Director, impressionnant, chez CGI Business Consulting, et Muntanya Ndai, excuse-moi, hein, j'ai du mal. Hein. Et toi aussi, tu as du mal à avoir un titre en français, hein, Regional Channel Sales and Alliance Manager chez EMC. Merci à tous les trois. On va parler donc de ce sujet des gros volumes de données. Alors, à la demande de l'ensemble des intervenants, on avait envie de vous faire travailler pour commencer. Et alors, on aimerait être assuré par l'intérêt que vous avez pour le sujet et savoir qui dans la salle a déjà mis en place ou travaille sur des idées de projets Big Data. Qui, d'accord. 2, 3, 4, oula, non, je t'ai plus. Impressionnant. Les autres, est-ce que c'est par, on va dire, curiosité ou parce que vous sentez qu'il y a des opportunités professionnelles intéressantes autour de ça? Qui vient là par curiosité? D'accord. Bon, je m'arrête là. Donc, on en vient. Nous avons un public de curieux. C'est parfait. Merci beaucoup. Alors, on va peut-être commencer par une toute petite définition du Big Data. On va peut-être la faire ensemble. Il y a une définition qui avait été reprise dès le départ par je ne sais pas quel grand cabinet de consulting autour des 3 V. On parlait de volume, vitesse et variété, des volumes de données en forte croissance, là où on parlait de téraoctets il y a quelques années comme un objectif. Aujourd'hui, on est au pétaoctet, voire plus, de volume, donc de variété, parce qu'aujourd'hui, on s'intéresse de plus en plus aux données non structurées, ce qui justifie d'ailleurs que nous ayons cette table ronde Big Data au sein du salon de documentation. Et puis de vitesse, parce qu'il suffit de voir, par exemple, la vitesse à laquelle les informations circulent sur les réseaux sociaux quand vous suivez une marque ou un sujet, pour vous rendre compte qu'en effet, les outils traditionnels de collecte de veille de l'information ne peuvent plus suffire. Alors, on avait ces 3 V. Est-ce que les choses ont évolué pour aller plus loin? Ok, donc merci Philippe. Donc tout d'abord, j'avoue que moi-même, on va dire, pendant 2 ans, j'ai entendu le mot Big Data, et ça me laissait plus ou moins perplexe. Voilà, Big Data, c'était assez loin de mes préoccupations au quotidien, et j'arrivais pas à me projeter, comme beaucoup de personnes. Après, il y a eu l'arrivée des 3 V. On parlait de volumétrie, variété des données. Voilà, tout le monde restait encore un peu dubitatif. On se disait, voilà, on n'arrive pas à voir en quoi ça m'empêche de dormir au quotidien dans mon travail et pourquoi les informaticiens s'intéressent à ces choses-là. Et voilà. Et finalement, voilà, la première réalisation, en tout cas pour ma part, c'est quand je me suis rendu compte qu'entre mes contacts LinkedIn, Viadeo, Google+, voilà, il y en a trop, ça change tout le temps. Donc déjà, j'ai commencé à me projeter personnellement en me disant, oui, ce qu'il dit, c'est vrai sur les données, etc. Et après, c'était au niveau de l'entreprise. La première fois où mon responsable est arrivé en disant, on va mettre une communauté pour nos partenaires en exécution chez EMC, on va essayer de le faire en 2 mois. Ok, d'accord. On se dit, mais où sont nos partenaires aujourd'hui? Certains sont dans LinkedIn, d'accord? D'autres chez Google. Et il était impossible pour nous d'avoir une liste à jour des gens qui changeaient de société en permanence. Impossible pour nous d'avoir un ranking de l'appréciation aujourd'hui des utilisateurs sur le réseau
sur nos technologies à nous, etc., etc. Et donc, il nous a fallu énormément de temps pour sortir les rapports. Et c'est en ce moment-là qu'on a commencé à se dire, voilà, la partie valeur du big data, c'est-à-dire si je pouvais me réveiller un matin et me dire, grâce à un système, une solution qui va gérer valeur, variété, vitesse et derrière me fournir des radars, des dashboards, de l'information pertinente en temps réel. Quand mon contact change de société, j'ai la mise à jour. Quand quelqu'un critique nos produits sur Twitter, j'ai la mise à jour en temps réel. Ce qui m'intéresse en tant que responsable dans une société, et personnellement d'ailleurs, c'est justement d'avoir l'information qui me permet de décider au quotidien et de faire des choses productives dans la compagnie. Donc voilà, pour répondre à ta question, c'est vrai que le big data a été pendant longtemps les 3V. Voilà, les données qui explosent un peu partout. Cette variété, on ne sait plus faire à la main. Parce que dans les bases de données, on ne sait plus faire. Mais il faut rajouter quand même cette quatrième dimension qui est comment je monétise, comment je valorise cette information en interne pour éviter des jours et des jours passés à créer des rapports en interne. Je suis sûr que vous avez tous le cauchemar des rapports à la fin du mois où personne n'a la bonne version de toute façon et la personne qui a l'information souvent la garde parce que moi je peux faire le dernier rapport alors que les autres n'ont pas accès au système. Si un outil permettait de collecter l'ensemble de ces informations et de les ramener, ce serait bien et c'est cette quatrième V du Big Data. Alors si on regarde un petit peu en détail ces composants, le volume, c'est pas le problème principal. Le volume, au début des années 2000, j'avais participé à la création du Tera Club. C'était le club des sociétés qui avaient plus d'un téraoctet de données. Il y en avait quelques-unes dans la salle. Aujourd'hui, vous pouvez aller à la Fnac, vous achetez un disque d'1 Tera pour 99 € et vous êtes sûr à peu près de le remplir en quelques mois avec les vidéos que vous allez tourner en HD, les photos que vous allez prendre, etc. Le volume n'est pas un problème parce que aujourd'hui, le stockage est accessible, que ce soit dans votre entreprise ou en mode hébergé, et il continue à être de plus en plus accessible pour des prix de plus en plus faibles. Donc vous pouvez stocker énormément d'informations, ça c'est pas un problème. La vitesse n'est pas un problème non plus parce qu'aujourd'hui il existe des solutions technologiques qui permettent de collecter de l'information au fur et à mesure qu'elle arrive et d'être capable d'alimenter ces bases de données. La grosse difficulté, c'est sans doute l'opportunité principale aujourd'hui dans l'analyse des données non structurées, cette fameuse variété. Jusqu'à présent, on était capable de gérer des bases de données relationnelles dans lesquelles on avait des colonnes avec du texte et des chiffres. On avait des outils, les bases de données, les langages de requêtes comme SQL, les outils de reporting, etc. On avait des outils pour manipuler toutes ces données. Mais l'énorme majorité de l'information créée dans l'entreprise au travers des feuilles de calcul, des emails, des documents de travail, de l'ensemble de ce qui génère de la valeur à l'intérieur de l'entreprise n'est pas dans ces bases de données relationnelles. C'est ce fameux volet des données non structurées, cette variété. Et donc aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a une véritable opportunité, et Frédéric va sans doute nous en parler, une véritable opportunité liée à l'analyse de ces données non structurées, et c'est la composante de la variété. Est-ce que tu peux nous expliquer peut-être en quoi est-ce que c'est une opportunité importante? Non, tu vas prendre ton micro. Bonjour à tous. Donc oui, effectivement, le travail sur les données n'est pas nouveau. Vous avez tous travaillé sur différentes bases documentaires, systèmes de classement d'informations divers et variés, ou systèmes décisionnels. Ce qui est nouveau, c'est justement cette opportunité que l'on a aujourd'hui avec les nouvelles technologies, de pouvoir extraire des informations de ces différents systèmes, de pouvoir casser un petit peu ces silos d'informations et regarder comment on va pouvoir créer de la valeur en associant des données qui naturellement ne coexistent pas ensemble. Donc notre angle de travail, nous, chez CGI Business Consulting, va être justement d'aider à identifier comment on va pouvoir croiser cette information, comment on va pouvoir en tirer une valeur ajoutée, et ceci sur différents axes. Donc bien évidemment, un des premiers axes sur lesquels on nous pose des questions très souvent, c'est peut-on tirer profit de ces nouvelles technologies de Big Data pour abaisser nos coûts de traitement de l'information,
que ce soit de l'information structurée ou non structurée, est-il possible d'avoir un meilleur TCO dans ce traitement? Donc effectivement, aujourd'hui, par l'adjonction de différentes technologies, on va pouvoir avoir des stratégies applicatives qui vont permettre de mieux traiter l'information à des coûts moindres et surtout de mieux maîtriser l'augmentation de ces coûts en fonction des différentes volumétries que vous allez devoir traiter. Des axes un petit peu plus intéressants, certainement, sont les suivants. Donc, un axe sur l'efficacité interne et opérationnelle et un axe sur la création également de nouveaux services. Donc, deux axes de réflexion que nous abordons souvent. Le premier, sur la création de nouveaux services, va être de dire, eh bien voilà, j'ai aujourd'hui un patrimoine informationnel étendu dans mon entreprise. J'ai des données qui sont orientées sur des sujets, sur des finalités métiers, mais finalement, en exploitant mieux ces patrimoines de données, est-ce que je ne pourrais pas en faire un véritable asset, des nouveaux produits, voire réorienter ma stratégie, qu'elle soit marketing, commercial ou même stratégie d'achat, pourquoi pas, et créer des services pour mes clients ou mon écosystème. Alors je vais prendre un petit exemple, par exemple dans le domaine biomédical. Alors en France ou en Europe, on a encore quelques contraintes par rapport à l'utilisation de ces données, mais on pourrait très bien identifier des sujets où on analyserait des données de dossiers médicaux pour avoir une meilleure analyse des risques et d'une population donnée. Si on regarde dans le domaine assurance ou bancaire aujourd'hui, il y a des nouvelles stratégies qui arrivent également pour utiliser tout un tas d'informations sur le comportement des usagers et des assurés pour avoir des nouvelles modes de tarification à l'usage, à la personne, beaucoup plus adaptés aux consommations réelles de produits et de services. Si on regarde l'axe efficacité interne, c'est encore autre chose aujourd'hui. On peut se dire comment est-ce que je peux être plus efficace sur une fonction en associant et en extrayant ces différents types de contenus pour tout simplement soit aller plus vite, soit être plus pertinent dans ma prise de décision ou tout simplement réduire des coûts encore une fois, mais cette fois-ci sur des temps de process. Donc sur ces axes-là, il y a effectivement différentes possibilités. On peut avoir des axes purement commerciaux. Souvent, on pense beaucoup en premier aux finalités marketing, c'est-à-dire je vais constituer une vision par exemple 360 de mes clients. Je vais vouloir mixer des informations contenues dans mes systèmes marketing, dans mes systèmes CRM, mais je vais également pouvoir mixer des informations contenues dans d'autres silos applicatifs. Pourquoi pas les litiges que j'ai avec ces clients-là? Pourquoi pas des retours sur des échanges que je vais avoir au travers de différents call centers? Pourquoi pas des parcours que je vais avoir sur des sites de e-commerce? Et me reconstituer une vue, une vision globale à partir d'informations que l'on ne savait pas coupler ou que l'on ne couplait pas aujourd'hui. Un autre axe à l'opposé de la stratégie marketing, on peut pourquoi pas évoquer les stratégies d'achat. Un acheteur aujourd'hui dans un grand groupe, dans une grande société, finalement a beaucoup de mal à analyser et à évaluer la position réelle d'un de ses fournisseurs. Il va avoir un historique, certes, des achats qui ont été effectués avec lui. Il va avoir peut-être un historique de la qualité, de la satisfaction de ses utilisateurs. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas aujourd'hui, avec ces nouvelles technologies et ces croisements d'informations, aller beaucoup plus loin que ça et faire aussi une véritable vision 360 des différents fournisseurs d'une entreprise? Pourquoi pas en allant capter des données externes sur des réseaux sociaux? Pourquoi pas aller capter des indices financiers? Pourquoi pas aller croiser là aussi avec des services de qualité et des services de satisfaction interne? Pourquoi pas croiser avec les volumes d'achats que l'on a fait dans les différentes années? Et tout cela afin de constituer une vision enrichie, une vision contextualisée qui va nous permettre d'avoir des prises de décision plus efficaces, plus instantanées, plus appropriées tout simplement. Alors évidemment, ça soulève un certain nombre de problématiques sur comment identifier ces différents cas d'usage, comment identifier les bonnes sources de données, comment identifier les bons gisements de valeur dans ces croisements de sources. Et puis les questions qui vont se poser derrière sont quels outils permettent aujourd'hui de facilement indexer ces différents types de contenus, qu'ils soient structurés ou non structurés, comment découvrir ces patrimoines d'information et comment derrière est-ce que je vais pouvoir m'organiser au sein de l'entreprise pour traiter ces informations de manière efficace. Est-ce qu'il y a un impact à la fois sur mes processus internes, sur mes processus de gouvernance, voire même sur mes processus métiers? C'est intéressant, mais je trouve qu'on manque d'exemples. Je suis sûr que tu vas nous en donner. On va certainement en rajouter. Tu vas nous en donner, mais Hans-Joseph, je sais qu'il en a plein sur le sujet. Est-ce qu'on peut essayer de rendre ça un peu plus concret en donnant des exemples de ce qui se fait déjà, peut-être? Parce que souvent,
on explique en effet ce qu'on pourrait faire avec tout ça, et puis peut-être les gens dans la salle se disent ok, mais si personne l'a fait, j'ai pas envie d'être le premier à le faire. Est-ce qu'il y a des choses concrètes qui ont été faites déjà? Oui. D'abord, je voudrais peut-être dire que je suis très triste que j'ai vu plein de gens qui n'ont pas pris de notes quand il a cité tous les exemples, parce que c'est ça, les exemples qui peuvent vous donner des idées. Parce que toutes les définitions, la démarche cartésienne de dire voilà, qu'est-ce que c'est le big data, je définis, je vérifie, est-ce que j'ai ça chez moi, je veux savoir est-ce que ça pourrait générer de la valeur, j'en sais rien. Peu importe. Regardez les données que vous avez. Est-ce qu'ils ont big ou pas? J'en sais rien. Mais est-ce que vous pouvez tirer plus de valeur? C'est là où est la question. Et c'est pour ça que je vous encourage de regarder encore une fois sur Internet toute la litanie de cas d'usage qui sont extrêmement importants. Bon, si je devais donner des cas concrets, bon, il y en a beaucoup. Beaucoup tournent autour de la vision 360 degrés d'un sujet, d'un client. Alors, les clients, c'est peut-être l'exemple le plus simple. Vous êtes agent dans une agence de banque, dans un centre d'appel. Vous avez un client devant vous ou au téléphone. Aujourd'hui, vous avez de fortes chances de devoir ouvrir une douzaine d'applications avant de savoir qui c'est. Qu'est-ce qu'on a fait avec lui? Et encore, vous échappez probablement à l'email qu'il a envoyé hier soir à votre centre de contact, peut-être incendiaire. Et vous êtes face à lui, vous n'êtes pas au courant. Ben, moi, je ne serais pas content. Alors, puiser dans toutes ces informations, à la fois structurées et non structurées, c'est ce que font des clients aujourd'hui, aussi bien dans la banque que dans les télécoms, dans les grands centres d'appel. Et bon, maintenant, vous avez peut-être des idées sur qu'est-ce qu'un moteur de recherche en entreprise avec des capacités d'analyse sémantique peut faire pour vous en analysant toutes ces interactions non structurées, en les catégorisant, en vous alertant, voilà, il y a un feu ici parce que c'est de connotation négative de ce qui se passe. Mais probablement, vous ne savez pas comment je lis tout ça avec le reste de tout mon système CRM, mon système de paiement, mon système financier tout court. Et vous avez peut-être peur de dire ah ouais, donc il me faut toute une équipe d'intégration de toutes ces données-là et ça va être un projet à 2 ans. Non, j'ai pas le temps. Bah, la bonne nouvelle, c'est que les moteurs de recherche, nous, mais aussi d'autres, savent aujourd'hui indexer aussi bien ces données non structurées, donc souvent textuelles, y inclut aussi des audiovisuels, où le texte est parfois transcrit en... la langue, le parler est transcrit en texte, mais aussi toutes les autres données. Et donc vous avez une seule application basée sur la recherche, sur le moteur de recherche, qui vous tire toutes ces informations ensemble et qui les présente à la personne qui en a besoin. Et donc 360 degrés, client, je pense que tout le monde peut comprendre ça, mais aussi d'autres exemples, comme par exemple chez Siemens, grande société, plus de 400 000 personnes, je pense. Et même dans la R&D, on parle de 30 à 40 000 personnes. Ils utilisent Cinequa pour regarder qui fait quoi, qui est l'expert de quel domaine. Est-ce que j'ai des technologies dont qu'il me faut pour un nouveau projet? Est-ce que je les ai déjà? Et qui sait qu'est-ce que j'ai? Ça peut vous paraître incongru qu'une boîte allemande a besoin de chercher ça, mais c'est pas du tout incongru. Et en plus, c'est pas simple, parce que vous regardez les rapports de projet, les rapports de recherche, les applications de brevets, mais aussi les données PLM,
Et parfois, les gens utilisent une autre nomenclature dans différents pays. Et si vous avez un outil de recherche qui ne sait pas creuser dans la sémantique, ben, vous ne le trouvez pas. Vous ne le trouvez pas, vous le redéveloppez, ben, ça peut vous coûter cher. Donc là, tout d'un coup, on est dans un cas où une seule recherche fructueuse peut apporter quelques dizaines, voire parfois quelques centaines de milliers d'euros. Et ça, c'est des chiffres de Siemens, pas de nous. La même chose existe dans d'autres secteurs aussi, dans la pharmacie, etc., où les projets de vérification avant la mise sur le marché d'un médicament, très long, très lourd, coûte très cher. Si vous passez à côté de certaines analyses que vous avez déjà faites dans un autre projet parce que les mots-clés n'étaient pas les mêmes, ah ben, vous payez cher. Donc, ça c'est la vue vraiment à 360 degrés, de capter les informations pertinentes, parce qu'évidemment, vous ne voulez pas être submergé non plus. Mais l'ensemble des données structurées et non structurées, ou l'utilisation de l'ensemble, a amené certains clients à dire et pourquoi je n'utilise pas sur des données structurées tout court? Parce que si je dois ouvrir 13 applications avant de savoir qui est devant moi, ça me dure, dans un centre d'appel, peut-être 30 secondes. Peut-être ça vous paraît anodin, mais 30 secondes dans un centre d'appel, je vous garantis que tout le monde achète. S'il peut épargner 30 ou 40 secondes sur un entretien de durée moyenne de 4 minutes. C'est un prix énorme. Et si nous, on pouvait facturer une partie de ces ROI, on serait tous très riches. Malheureusement, on n'est pas dans une industrie où on facture de cette manière. Profitez-en encore. Hein. Donc là, on regarde des données structurées, on indexe donc les différentes applications. Le moteur de recherche sert de moyen d'accès à toutes ces données ensemble et on passe de 30 secondes à 2 secondes pour avoir des informations pertinentes pour un agent dans un centre d'appel. Est-ce qu'on peut rentrer un petit peu dans le détail pour bien comprendre ce que ça veut dire j'indexe toutes ces données et surtout comment est-ce qu'on va les restituer? Parce que on a tous cette expérience, on va chercher une information dans notre moteur de recherche public préféré et ça nous remonte beaucoup d'informations, parfois trop, et puis surtout pas présentées du tout de manière à ce que ce soit exploitable. Donc j'imagine mal, tel que tu me le décris, j'imagine mal avoir tout d'un coup à l'écran des morceaux de facture parce que c'est la facture du client, des bouts d'email, des morceaux de contrat et puis des données structurées en provenance du CRM, tout ça mélangé. Comment est-ce qu'on arrive à justement donner de la valeur, c'est-à-dire à sélectionner et à présenter les bonnes informations? Il y a deux aspects là. D'un côté, comment on arrive à les sélectionner. Et ça, c'est la sauce secrète de chaque constructeur de moteur de recherche. Quelles sont ses capacités d'analyse, ses capacités de catégoriser cette information de manière automatique, que vous n'avez pas besoin de dire à chaque fois « Ah oui, qu'est-ce que je veux savoir aujourd'hui ?» Plutôt les données financières de ce client-là, plutôt les derniers contrats de ce client-là, plutôt les échanges email de ce client-là. Donc, au lieu de vous demander tout ça, on vous pré-mâche les affaires et on vous présente des catégories où vous pouvez cliquer sur une catégorie pour dire je veux voir ça plutôt. C'est pas très magique et on n'est pas dans un mode où vous posez une question, vous avez une raison et une réponse. Ça c'est le mode supercalculateur, Watson, à quelques millions, l'ordinateur tout seul, 6 mois d'apprentissage, etc. Mais c'est plus intelligent d'avoir un ping-pong entre la machine et l'utilisateur et de rendre ce ping-pong extrêmement simple. Donc, vous avez votre écran structuré, vous pouvez dire « Ah, là, il y a un truc rouge, je clique là-dessus, je suis alerté à un problème qu'il y a avec un client.
Donc vous avez potentiellement beaucoup d'informations, mais la structuration de cette information sur votre écran vous permet, en général, je pense en 3 clics, d'avoir la chose la plus pertinente à votre écran. Peut-être, Hans, pourrait-on partager par exemple le cas de nos amis de SFR qui était un cas très intéressant parce que je sais pas, moi j'ai eu une anecdote pareil. J'aime bien les anecdotes parce que c'est assez, ça aide à se projeter un peu. J'ai résilié, j'avais une box chez SFR avec 3 ou 4 portables dont ma fille, etc. Et à un moment j'ai voulu juste changer ma puce iPad, donc j'ai eu le service après-vente et qui m'a dit non monsieur c'est impossible. Et là, par fierté, je leur ai dit, mais je dépense une fortune chez vous, je vous appelle pour changer la puce iPad, vous me dites non, je résilie l'ensemble de mes contrats. Et derrière, j'étais un peu, voilà, quand on a discuté avec Hans, il m'a dit, voilà, chez ces opérateurs-là aujourd'hui, parce que c'est des divisions séparées, ils peuvent avoir une perte d'information, donc perte de clients, parce que juste il n'y a pas eu le temps de réaction nécessaire. Et d'ailleurs, après, donc Hans m'a raconté l'histoire du projet qu'ils ont mis en place derrière ça. Là, c'est assez atypique, encore une fois, mais j'espère que par tous ces projets atypiques, que par association, ça vous donne des idées. Là, on analyse les logs du site web d'SFR. SFR et SFR Mobile. Alors, qu'est-ce que vous avez tapé sur Google pour y arriver? Qu'est-ce que vous avez tapé sur le moteur de recherche du site SFR pour chercher des choses? Comment vous avez navigué dans ce truc-là, etc. En gros, ça sert d'abord pour les campagnes marketing. Parce que vous êtes classifié, vous êtes un technophile, vous êtes quelqu'un qui aime les jeux, vous êtes quelqu'un qui aime la musique, et on va vous pousser des campagnes qui vous offrent des choses comme ça. Très efficace, mais ce n'est pas de ça qu'on parle ici. On détecte le potentiel churn. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui va peut-être résilier votre contrat? Et là, SFR a fait un test. Évidemment, là, en toute modestie, on n'est pas tout seul dans ce projet. Il y a plein de composantes qui analysent tous ces données. Dans tous les cas, ils ont fait un test. Combien de potentiels churners est-ce qu'on détecte en utilisant SineQua et le reste de notre millefeuille d'applications? Ils ont trouvé sur leur échantillon statistique 81%. D'accord. Après, ils ont fait un test. Qu'est-ce qui se passe si j'arrive à choper ces gens-là avec une offre, avec un appel combien je peux garder? 75%. Ils arrivent à garder 75% s'ils arrivent à les contacter avant qu'ils passent à l'acte. Maintenant, faites un petit calcul. 20 millions de clients. Dans l'industrie du télécom, le churn semble être 4% par an, c'est un chiffre de l'industrie. Vous détectez 80%, vous retenez 75% de ces gens détectés, on est à 400 000, 80, quelque chose comme ça. 424 000, vous multipliez par la valeur de ce client par an, et vous vous dites c'est pas possible. Il y a un chiffre de trop. Et encore une fois, chez nous, il y a un chiffre de trop peu dans nos prix. Mais c'est incroyable parce que d'un côté, analyser des logs comme ça, ça paraît quand même très banal. Et pourtant, il y a la valeur. Et là, il y a une vraie valeur. Il y a quelques millions, quelques dizaines de millions parfois. Donc, c'est vrai, Hans, moi, je sais pas, ils m'ont jamais rappelé. Parce que j'ai goûté au low cost, je suis pas revenu, mais j'ai aimé cet exemple-là parce que, comme tu le disais, volume, variété, ils ont toujours pu faire. C'est-à-dire, on s'échange des fichiers Excel, on se les copie-colle, on y arrive plus ou moins. Mais quand on arrive à détecter des événements dans l'entreprise qui sont liés à nos processus, c'est-à-dire à retenir un client,
facturer très vite. Voilà, ça c'est mesurable par le management. Et grâce à des outils qui me présentent, je caricature souvent, hein, je me dis que le big data c'est sympa quand je peux avoir l'information comme ça en chart, en graphique, très vite, qui me consolide tout et je l'ai. Ça c'est mon premier rêve du big data. Le deuxième rêve du big data, c'est un truc qui m'envoie un mail quand il y a un événement dans le monde complexe qui arrive. C'est-à-dire, quand je lance une campagne produit, il y a quelqu'un qui dit, mais comment ils ont pu faire du rouge courage, quoi. Là, je me dis, cette information, ça m'intéresse parce que derrière, il y a un impact sur nos processus métiers. Et c'est ça, encore une fois de plus, le message du big data. C'est à travers la variété des choses que je ne peux pas traiter rapidement, comment je peux réduire le cycle d'analyse, parce que j'aurais pu le faire à la main, hein, ou demander aux informaticiens de le faire. Mais là, ça varie tellement vite, donc c'est véloce. Comment je peux avoir la carte d'information rapidement, ou comment je peux identifier aussi rapidement les événements qui sont impliqués dans mon processus métier. Est-ce qu'on peut prendre un autre exemple dans un autre domaine? Par exemple, dans la pharmacie, tu l'as évoqué tout à l'heure. La pharmacie, c'est un domaine où on travaille sur le très long terme. On prépare des documents pendant des années avant une mise sur le marché d'un médicament. Et on accumule un volume d'informations très important qui souvent n'est pas structuré. Qu'est-ce qu'on peut apporter dans ce domaine-là, par exemple? Là, honnêtement, je n'ai pas un client que je peux citer. Mais c'est une industrie qui me fascine beaucoup. Parce que justement, elle a toutes ces informations presque par définition non structurées, ces rapports d'essais cliniques, d'essais sur les animaux encore au début, etc. Et les brevets aussi, parce qu'ils font des choses que brevetables. De savoir qui fait quoi là-dedans. Et rien que le fait qu'une de vos équipes ait déjà fait certains tests, pas tous, mais certains, que vous voulez refaire parce que vous utilisez une même molécule, c'est un gain de coût incroyable. Mais même dans mon métier du marketing, j'ai un neveu qui travaille dans le marketing d'un laboratoire pharmaceutique, donc je sais à peu près comment la corde est raide pour eux. C'est très réglementé. Vous n'avez pas le droit de dire beaucoup de choses. Et par contre, si vous ne les dites pas, vous n'êtes pas écouté. Donc le directeur marketing d'une boîte pharma, il a toujours un pied à moitié en prison. Et maintenant, de savoir qu'est-ce qui s'est dit déjà, c'est extrêmement important. Parce que je peux dire, c'est pas moi qui a divulgué ce truc-là. C'est pas moi qui a prétendu que ce molécule avait cet effet-là. C'était déjà paru dans le rapport XYZ ou dans le journal machin. Donc c'est dans tous les domaines de la pharma, l'analyse de données non structurées me paraît extrêmement important. Et je ne vois pas d'autre moyen qu'un moteur de recherche qui fait de l'analyse sémantique, mais qui peut être aidé par les données structurées. Parce qu'évidemment, si je commence comme un néophyte à déblayer les rapports d'analyse, je ne vais pas très loin. Donc il faut que j'apprenne le vocabulaire, la taxonomie. Et donc il y a pas mal de travail derrière. Et là, je pourrais redonner la balle à nos amis, les consultants, qui connaissent beaucoup mieux que nous ces métiers-là et qui savent qu'est-ce qu'il faut ajouter à la mécanique pure d'un moteur pour qu'il soit beaucoup plus pertinent encore. Donc effectivement, ce qui est intéressant dans les cas qui ont été évoqués, c'est qu'on est passé sur des prismes d'analyse totalement différents. Il y a quelques instants, on parlait dans le monde du telco de décision real-time, d'être en capacité à traiter un événement qui va être le score de l'appétence d'un consommateur à quitter son abonnement, à le résilier et pouvoir agir en temps réel dessus. Là, en parlant de domaine pharmaceutique ou plus généralement de domaine R&D, on quitte l'ère du real-time data et on va vraiment dans l'ère du long data, c'est-à-dire analyser un phénomène sur la durée. Et là aussi, on va retrouver le volume, la variété, la variabilité, la valeur, bien entendu. Mais on est sur une échelle de temps totalement différente. On va être sur un phénomène d'apprentissage sur des très longues durées.
Si on prend un cycle de R&D, effectivement, ce qui est intéressant, notamment au niveau d'une entreprise qui a une certaine assise, on va dire une entreprise internationale avec différents centres de recherche et de développement dans différents pays, c'est de pouvoir profiter justement des feedbacks de ces différentes phases de recherche et de tests laboratoires sur les différents continents, par exemple. Donc la première complexité va être de bien comprendre quel est ce patrimoine d'informations tout au long de ce cycle de vie de la donnée sur ces processus de recherche et développement. Donc qu'est-ce qui a bien marché sur un pays, qu'est-ce qui a bien marché sur une population, qu'est-ce qui a bien marché sur une gamme de produits, et pourquoi ça n'a pas marché dans un autre contexte, géographique ou humain, ou juste sur des habitudes de consommation. Donc c'est ça qui va être intéressant sur ces phénomènes de longue durée, qui n'ont rien à voir en termes d'analyse et de manière de manipuler et d'apprendre l'information que sur du real-time data. Donc effectivement, dès lors qu'on est sur des phénomènes de R&D, on va regarder comment pouvoir être en capacité à aller crawler, capter ces informations, les mettre en relation et finalement se constituer des visions beaucoup plus enrichies, beaucoup plus contextualisées. Sur les technologies, effectivement, ça va sous-tendre des assemblages technologiques différents. C'est-à-dire, tout à l'heure, on parlait de real-time ou de vision 360. Donc là, on est plutôt sur le domaine qu'on appelle du link data, c'est-à-dire qu'on va mettre en relation des données qui ne sont pas naturellement en relation et on va proposer un accès unifié à ces différents types de contenus. Donc c'est un usage typiquement moteur de recherche. Si l'on parle de réunifier de l'information pour faire des analyses croisées, peut-être avec beaucoup plus de technologies de text mining ou de data mining qu'on va y associer, à ce moment-là, le moteur de recherche peut être vu comme une brique intermédiaire qui va nous permettre de rassembler ces informations, de lui donner du sens, et finalement l'index va être une source de données pour cette analyse de text mining. Donc c'est des points de vue extrêmement différents, extrêmement complémentaires. Et ensuite, il y a la finalité qui va rentrer en jeu, c'est-à-dire est-ce que je vais pouvoir réagir sur des processus métiers, par exemple des processus de qualité, des processus de production, des processus de vente, et comment est-ce que je vais réinjecter ces données et ces analyses sur mes processus opérationnels. Et là, on rejoint un autre pan d'activité qui est extrêmement important, je pense que Philippe va en dire un petit mot également, qui est comment est-ce qu'on va pouvoir appréhender ces informations de manière simple, comment est-ce qu'on va pouvoir mettre en évidence des leviers d'action de manière efficace pour les utilisateurs. Ceux qui ont travaillé sur les domaines de la BI le savent bien, on a déjà plutôt tendance à produire trop d'informations, trop de rapports, trop d'indicateurs parfois divergents. C'est des fois extrêmement compliqué de prendre la bonne décision avec toutes ces données. Et là, on dit juste, eh ben, c'est super, on va pouvoir rajouter encore plus d'informations et en plus non structurées et croiser tout ça. Donc la question, c'est comment est-ce qu'on va pouvoir être efficace finalement pour mettre en évidence les bons leviers d'action aux bonnes personnes. Donc là, c'est un sujet... Je crois, il me semble que c'est toi qui avais employé un terme quand on a préparé cette table ronde, c'est toi qui avais parlé d'insuffler de la vie dans les cimetières de données. Et je trouve que c'était une bonne formule qui explique bien cette difficulté qu'on a aujourd'hui à stocker de plus en plus d'informations, mais qu'on laisse mourir à l'intérieur de nos disques durs. Alors grâce à EMC, on a des téraoctets de données remplis pour pas cher, mais comment est-ce qu'on va créer cette valeur-là? Comment est-ce qu'on va redonner de la vie à ces données? Le moteur de recherche, c'est une réponse, mais c'est une réponse qui va nous amener de l'information. Même si Anne-Joseph nous a dit qu'on allait pouvoir l'avoir de mieux présenter, mieux structurer, sélectionner, etc. Comment est-ce qu'on va transformer ça en action pour l'entreprise? Merci pour cette excellente question. Donc, je ne sais pas si j'ai la bonne réponse, mais effectivement l'image du cimetière donné est assez marquante. C'est que finalement, c'est tout simplement lié à un problème que vous connaissez tous, c'est le life cycle management, c'est-à-dire comment est-ce que je traite mes données sur leur cycle de vie entier. Est-ce que j'ai des stratégies de décommissionnement, d'archivage derrière? Et finalement, toutes ces données qui finalement ne me servent plus dans ma décision courante, est-ce qu'elles n'ont plus de valeur et à ce moment-là, il vaut mieux que je les supprime? Est-ce qu'elles ont juste une valeur réglementaire, auquel cas il faut que je les conserve sur un format particulier, que je puisse y accéder? Ou est-ce que je me dis, mais finalement, toutes ces informations que je n'utilise plus dans mes systèmes courants, je vais pouvoir m'en servir pour apprendre, découvrir des patterns, découvrir des comportements et enrichir mes prises de décision actuelles. Donc c'est là le sujet d'intérêt aujourd'hui. Et effectivement, nous pensons que tous ces écosystèmes-là, plutôt que d'aller chercher
Effectivement, on peut aller chercher sur des réseaux sociaux, sur des données externes, mais nous sommes convaincus qu'il y a un énorme gisement de valeur déjà au sein de vos propres sociétés, au sein de vos bases documentaires, au sein de vos applications qui sont peut-être moins utilisées, et que ces informations-là ont une valeur soit directement pour vous, pour vos métiers, soit peut-être pour des écosystèmes connexes de partenaires, de fournisseurs, et que ces informations-là, on peut les valoriser, pourquoi pas, pour revendre des services sur des données qui ne sont plus stratégiques pour l'activité, mais qui ont une grande valeur pour d'autres sociétés. Donc, comment le faire? Ça, c'est le point de complexité. Donc, il y a différentes réponses ou différents axes d'analyse. Il y a déjà mettre en place une organisation adaptée. Donc là, c'est ma casquette consulting qui ressort un petit peu. Mais évidemment, on est tous pris par nos préoccupations métiers, par des finalités bien précises dans nos activités. Et on ne va pas se dire d'un jour à l'autre, tiens, je vais aller regarder ce que fait le voisin, je vais aller regarder tout son patrimoine d'information et je vais regarder si j'ai une nouvelle idée qui me vient. Donc non, il faut être préparé à cela. Il faut effectivement avoir une organisation dédiée et avoir des personnes qui travaillent réellement sur l'analyse de la valeur, sur votre patrimoine d'information et sur ces corrélations d'informations. Donc ça, c'est un premier axe de travail. C'est qui? C'est peut-être une question à vous poser dans l'entreprise. Pour vous, qui aujourd'hui est capable d'avoir une vision globale sur l'information? Alors on parle dans les sociétés les plus avancées qui ont mis en place des principes de gouvernance de data owner, de data steward. Oui, c'est un élément de réponse, mais non, parce que le data owner, le data steward reste quand même sur son prisme d'analyse particulier. Il n'a pas la vision globale. Donc on a tendance à penser qu'il s'agit d'une nouvelle direction dédiée à la valorisation d'informations qui doit se mettre en place et qui doit avoir comme rôle d'analyser ces différents types de gisements. Ça, c'est très français. On a un problème, donc on va créer une direction, on va créer une commission si on était dans le service public, etc. Est-ce que les gens qui sont dans la salle, qui ont peut-être envie de participer concrètement à réinsuffler de la vie dans leur cimetière de données, comment est-ce qu'ils peuvent aborder le problème pour essayer de faire remonter en interne des solutions peut-être un peu plus pragmatiques que de créer une commission ou une direction pour essayer de jouer à leur tour individuellement leur rôle dans la valorisation de ces données? Alors oui, c'est pas spécifiquement français, hein, Philippe, puisque c'est un mouvement qui vient plutôt des US d'ailleurs, où le Chief Data Officer est une fonction qui vient plutôt en Europe en ce moment. Mais effectivement, alors là j'enlève ma casquette de consultant. Pour le coup, le consultant aurait tendance à dire oui, il faut une stratégie globale dans l'information au sein de l'entreprise. Maintenant, évidemment, le big data peut être beaucoup plus pragmatique. Voilà, on va commencer par quelques années d'études et puis on verra après. Mais de manière pragmatique, effectivement, on peut tout à fait envisager des sujets de big data sur des sujets bien particuliers, sur un domaine métier bien particulier et trouver tout de suite de la valeur. On prend un exemple, n'importe lequel. On parlait tout à l'heure de stratégie d'achat, pourquoi pas. Eh ben, on va se dire, sur ce point-là, quelles sont toutes mes données que j'ai aujourd'hui dans mes systèmes ou des données auxquelles je pense qui ne sont pas facilement accessibles mais qui ont de la valeur, que je vais pouvoir traiter. Et à ce moment-là, c'est très simple, on crée un groupe de travail et la bonne méthode est un groupe de travail très pragmatique, orienté sur l'expérimentation. C'est très important dans le domaine du big data, c'est d'expérimenter. Donc avoir une idée de la finalité que l'on veut trouver et puis mettre en place la bonne équipe pour pouvoir vite expérimenter, vite découvrir ces données, vite en comprendre le sens et vite regarder comment on pourrait la valoriser. Donc ça, c'est quelque chose de très très pragmatique qui peut être fait sur des échelles très court terme. Hein. Les premiers cycles d'expérimentation que l'on met en place chez des clients, c'est effectivement une phase peut-être de brainstorming de 2-3 jours et des cycles d'expérimentation extrêmement courts, en 1 mois, 2 mois, 3 mois, qui permettent de prouver la valeur du cas. Et après, effectivement, il faudra certainement passer dans des process un peu plus industrialisés. Est-ce que d'ailleurs on peut dire que si au bout de ce temps court, on n'a pas réussi à identifier ce qui allait créer de la valeur, c'est sans doute qu'on n'est pas dans la bonne direction et qu'il faut peut-être réorienter vers un autre domaine parce que ça va être trop long d'aller chercher cette valeur-là. Mais tout à fait, c'est effectivement un principe de bonne gestion qui est de se dire restons sur des cycles courts. Si le cas n'est pas prouvé, peut-être que l'idée n'était tout simplement pas bonne ou pas faisable avec les données sur lesquelles on a accès à ce jour. Donc, si je voulais juste rajouter quelque chose là-dessus, il est clair que dès l'instant qu'on parle de ce type d'approche, selon les organisations, on a besoin de faire du plus simple au plus compliqué. Aujourd'hui, par exemple, vous prenez la préfecture de police, ils rêveraient de pouvoir indexer les flux Twitter avant d'avoir la manifestation qui a eu place de la Concorde. On se dit, mais
comment ils n'ont pas pu surveiller Twitter pour savoir que les gens allaient se rencontrer. Et tout le monde parle du big data et ils ne l'appliquent pas. Comment ça se fait? Donc, il y a des organisations ou des structures, évidemment, dans lesquelles il va falloir faire un travail de fond pour valoriser ce type de choses. À contrario, il y a des structures où ça devient quasi naturel. Je prends l'exemple de ce qui est arrivé à Nike. La direction marketing avait décidé de mettre, vous savez, les puces dans les chaussures pour aller courir et ramener ça sur un écran. Et il s'est avéré que en suivant là où les gens passent, où ils s'arrêtent pour discuter, etc., ça intéressait et Starbucks pour poser des magasins et d'autres sociétés. Et donc, du coup, ils ont créé carrément une société aujourd'hui pour revendre en fait les données collectées grâce aux informations remontées de leurs chaussures. Et c'est pareil pour Ecotax, où au début, c'était mettre des puces dans les camions pour qu'ils juste savoir d'où ils chargent et d'où ils déchargent. Et à la fin, on se rend compte, mais derrière, on pourrait réutiliser cette donnée-là pour mieux fournir des services aux transporteurs. Donc voilà, il y a cet aspect, est-ce que je dois commencer à zéro et mettre une gouvernance pour y arriver? Et il y a cet aspect, ces outils sont matures, comme le disait Hans. Allez, il n'y a pas de secret, c'est dès l'instant que l'outil sait aller me pointer les sources et je ne veux pas savoir comment, il pointe Twitter, etc., et me ramène la cartographie, je peux avoir un premier niveau, on va dire, de natation dans le big data. Après, je peux aller plus loin. Mais ces outils-là, aujourd'hui, existent et il faut trouver les leviers de valorisation. C'était deux exemples tout à fait intéressants qui montrent bien qu'aujourd'hui, les projets Big Data, pour qu'ils puissent réussir, il ne faut pas forcément les voir comme une extension de la manière dont on fait dans l'entreprise depuis toujours. La principale barrière au développement du Big Data, c'est on a toujours fait comme ça, donc on va continuer à faire comme ça. Il faut, comme dans les exemples que tu prenais, trouver des idées qui choquent un peu. Et c'est là où vous allez créer de la valeur. Et je crois que les deux exemples que tu as pris sont intéressants parce qu'ils montrent qu'il y a dans vos entreprises des sources de création de valeur à partir de données que vous collectez, qui vous appartiennent et qui valent de l'argent, mais peut-être pour quelqu'un d'autre. Et c'est là où on va pouvoir créer de la valeur. Vous, ces données-là, vous les connaissez, vous les collectez peut-être depuis des années, vous les utilisez peut-être pour 5% parce que c'est votre activité, mais les 95 autres pourcents ont peut-être de la valeur pour quelqu'un d'autre. Et c'est là où vous allez pouvoir creuser un petit peu et peut-être générer une valeur et repositionner une partie de votre entreprise, comme tu le disais, en valorisant des données qui vont être intéressantes pour quelqu'un d'autre. Ça, c'est une démarche qu'on voit souvent dans les projets Big Data et qui est très intéressante parce qu'elle est fortement créatrice de valeur. Tu voulais ajouter quelque chose ? Oui, en fait, tu vas être surpris parce que je ne vais pas parler de Cynicwa du tout, mais d'une expérience d'hier soir, du conseil gratuit, parce que c'était un éminent professeur d'une école de commerce qui parlait sur l'innovation et qui donnait des conseils aux gens qui devaient faire, comme Philippe disait, qui ont une idée, comment valoriser, dans votre cas, des informations que vous avez. Donc si vous êtes documentaliste et si vous ne voulez plus être jardinier de cimetière, mais vraiment contribuer quelque chose. Lui disait, il ne faut pas faire comme d'habitude, pas de brainstorming. Le brainstorming, ça se passe sur une île, on retourne à l'entreprise, on oublie tout. Et son mot-clé était stealth storming. Stealth dans le sens caché. Rester en dessous du radar. Et vous ne faites pas une étude de marché autour de vos collègues. Parlez à vos amis. Faites tout ce qu'on vous dit. Il ne faut pas le faire. Parce que vous avez cette brillantité, vous la communiquez à tout un ensemble de vos collègues. Il y en a certainement qui sont jaloux et qui vont la reprendre. Ou ils vont dire, c'est une idée, elle est nulle, c'est évident. Donc, vous restez en dessous du radar. Jusqu'à ce que vous avez créé assez d'attraction, ou échoué, évidemment, c'est possible aussi. Il ne faut pas se voiler la face. L'innovation a le risque d'échouer. Mais si vous créez de l'attraction, et c'est seulement à ce moment-là où vous allez voir le CFO, je ne sais pas qui, en disant, si on met autant d'argent là-dedans, il y aura ça à la clé.
Et cette partie de chemin sous le radar a réduit le risque pour cette personne d'investir dans votre projet. Vous arrivez juste avec l'idée, oh, est-ce que ça va marcher? J'en sais rien. Est-ce que je vais mettre l'argent? Oh, c'est trop risqué. Enlevez-lui une partie de ces risques, essayez d'avancer, et la bonne nouvelle, vous l'avez déjà déduit peut-être plusieurs fois par les allusions que j'ai faites, ça ne coûte pas si cher que ça. Et Hans, c'est encore une fois de plus, je suis assez basique dans mes constatations du Big Data, vous l'avez remarqué, mais en parlant de passer sous le radar, on a des syndiqués qui à un moment on avait discuté avec eux pour et démarrer là-dessus. Le sujet RH, Big Data, je veux dire, commencez, regardez, par exemple, je ne sais pas si vous êtes confronté aux politiques GPEC, évolution de carrière, etc. Démarrez avec votre RH en essayant de croiser les employés, là où ils habitent, quelques données de leur CV, les entretiens d'embauche. Normalement, c'est une belle solution de Big Data, c'est un challenge. Hein. Est-ce que votre solution de Big Data, c'est me ramener une information pertinente en croisant les informations du salarié, là où ils habitent, est-ce qu'ils sont bien dans l'entreprise, est-ce qu'ils sont allés voir, est-ce qu'ils sont, les employés sont souvent en congé maladie, etc., etc. Et ce type de projet-là, c'est du Big Data et c'est dans les grandes entreprises aujourd'hui, face au GPEC et d'autres politiques de recrutement des salariés, ils ont besoin de ça parce qu'il faut suivre les salariés sans y perdre du temps et puis éviter aussi qu'ils partent à l'extérieur, hein, parce que ça va très vite aujourd'hui, surtout dans le monde de l'IT. Et donc, le Big Data sous le radar, RH+, en accord avec les syndicats, c'est un projet pragmatique qui est aujourd'hui nécessaire dans les entreprises parce que c'est une meilleure connaissance des employés. Démarrer par là, démarrer aussi au niveau du service après-vente. C'est pareil, mieux connaître les clients, donc mieux enrichir les bases de données marketing. Le management adore cela. Je ne sais pas si tu confirmes. Et après, c'est le troisième point, c'est plutôt les financiers. Mais alors là, les financiers, souvent quand on y arrive, c'est que c'est parce qu'il y a le problème de BI vs Big Data. Alors donc les financiers, il faut leur dire, en gros, la valeur qu'on vous apporte, c'est l'information qu'il n'y a pas dans l'entreprise, qu'aujourd'hui vous payez des consultants externes pour la récupérer. Si vous faites des analyses externes ou des analyses de marché pour les réunions trimestrielles, ça coûte de l'argent. Et normalement aujourd'hui, grâce au Big Data, on a des solutions qui permettent aujourd'hui de ramener des tendances, du scoring sur des événements, sur tout ce qui est environnement externe, législatif, sociaux, donc Twitter, et qui arrivent à le condenser. Donc, analyse marketing financier, service après-vente RH. Dès demain, c'est vraiment des processus sur lesquels vous pouvez apporter de la valeur grâce au Big Data. Et après, par chance, vous allez découvrir en fait d'autres valeurs, comme l'exemple de Nike ou d'autres sociétés qui ont pu monétiser en fait une information qu'ils avaient en interne. Donc c'est vraiment une réalité qui aujourd'hui est assez adoptée dans les entreprises. Hein. Peut-être juste parce que je lui dois ça, le professeur dont je parlais, c'est Paddy Miller, et son bouquin qui vient de paraître, c'est Innovation as Usual, si vous voulez lire. Merci pour la précision. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des secteurs sur lesquels vous voudriez entendre parler de projets d'actualité sur le Big Data, des choses qui se font déjà? Est-ce que vous avez des questions à poser à nos intervenants? On a encore des choses à vous dire, mais je pense que ce serait bien à ce moment-là aussi de vous donner un peu la parole si vous avez envie qu'on aborde certains angles. Allez, faites un effort. Oui, bonjour, Mathieu Cordonnier, Poquelin Hydraulics. On est une société dans l'Oise, une grosse société internationale. Je vous parlais de sémantique. C'est un mot qu'on entend un peu partout aujourd'hui dans la gestion du big data. Je voulais savoir, si c'était une tendance de fond, 2, si c'était un passage obligé, et 3, si c'est quelque chose qui allait se développer à l'avenir. D'abord, c'est certainement une tendance, et si ce n'est pas de fond, c'est trompeur.
chez nous, on a des linguistes qui travaillent dans la recherche de ces domaines depuis 20 ans. Donc, c'est pas en reprenant une balle de tendance au bon qu'on y est quelque part. Est-ce que c'est nécessaire? Bah oui, je pense que sans ça, vous avez le phénomène Google. Vous posez une question et Google est très fier de vous donner 1,5 million de réponses en 0,30 secondes. Bah, nous, on est très fiers de vous amener aux 10 réponses intéressantes en 3 clics. C'est la différence. Et ça, sans analyse, c'est pas possible. Parce que la statistique qui permet à Google d'être relativement pertinent, vous ne l'avez pas à l'intérieur de l'entreprise. La statistique chez eux, qui concerne des millions de gens, des centaines de millions de gens qui posent des questions. Et donc, je peux utiliser les outils plutôt statistiques pour savoir, ah oui, ceux qui ont fait ça, ils ont voulu ça, etc. Mais dans une entreprise, vous avez, j'espère, de plus en plus de personnes qui vont utiliser ces outils, mais on ne parle pas de millions de personnes. Donc, il vous faut une analyse de fond pour être pertinent. Et en même temps, quand on parle Big Data, cette analyse de fond doit se faire vite. Si vous perdez beaucoup de temps, personne ne va utiliser votre système. Des attentes de plusieurs secondes, ce n'est pas acceptable. Donc, il faut avoir des algorithmes bien calés. Il faut avoir une architecture extrêmement scalable. Et il faut avoir une architecture extrêmement flexible. Parce qu'au début, quand vous commencez à indexer plein de données de votre cimetière, il vous faut quand même une certaine capacité d'indexation. Après, une fois que vous avez 20 000, 30 000, 40 000 utilisateurs, bah, il faut servir les gens rapidement. Et quand vous êtes dans le real time, il faut en permanence les deux. Et si vous vous heurtez à un problème de scalability, ça commence à coûter très cher. Et plus personne ne voudra de votre solution et certainement vous ne pourrez pas la faire en dessous du radar. Et là, il faut faire des tests, grandeur, nature, avec vos données. Quand on est une société de notre taille, parfois on est invité pour un appel d'offres juste pour faire valoir. Parce que les gens pensent que les grands du secteur savent très bien faire. Et on a eu le cas d'un client qui a mesuré un facteur de 8 de différence. Pas 80%, mais facteur 8. Ça veut dire 8 fois moins de serveurs pour la même performance. Et il a mesuré longtemps parce qu'il ne pouvait pas croire. Donc, faites des tests. Je ne dis pas qu'on est toujours les meilleurs, hein, mais faites des tests. Et c'est important. Parce qu'une fois que vous avez vraiment intéressé votre direction et vous explosez en vol, c'est pas très bon pour votre carrière non plus. Hein. Ouais, donc je voulais juste, dans la continuité de la question, donc était un peu ce que Hans disait encore une fois de plus d'une manière basique. Pourquoi c'est une tendance de fond? Si on me dit que le big data c'est des données à l'extérieur de mon entreprise, déjà, il y a une grande chose il y a une grande chance que je ne maîtrise pas la structure de ces données-là. Twitter, ça s'appelle Twitter aujourd'hui. Demain, ça va s'appeler Buzzy. Alors, si je n'ai pas un outil qui me permet de faire ce genre de choses, déjà, j'ai un petit problème. Et le deuxième, et pourquoi la sémantique restera là-dedans, c'est que je vais, encore une fois de plus, merger des données de plusieurs systèmes. Donc, par définition, et en tirer une essence commune, d'accord? Et par définition, la façon de dire non ou identifiant le client change de système en système. Et c'est là où, en effet, comme le disait Hans, le moteur est assez intelligent pour savoir que tweet, c'est la même chose que blog, et que si je vois Camélia, c'est peut-être la directrice de la société, telle, et fait les rapprochements, non pas en texte basique, mais en minding, en sémantique, avec une gestion de plusieurs langues. Donc sans ça,
je vois pas en quoi le big data serait intéressant, sinon j'aurais pris des développeurs, hein, parce que la règle serait basique. Je pense qu'il y a des gens qui s'amuseraient à redévelopper des applications maison, parce que règle connue égale projet informatique, hein. Règle inconnue, on va essayer d'être un peu plus agile sur les solutions. D'autres questions ? Bonjour, Erika Oringo, je suis avocat en droit des nouvelles technologies et en tant que juriste, j'avoue que je suis assez inquiète face au phénomène du big data, notamment en ce qui concerne la réglementation informatique et liberté, qui est d'ailleurs en train d'alerter au niveau européen, puisqu'il y a un projet de réforme assez important qui est en route et qui devrait sortir d'ici 4 ans. Mon intérêt pour ce type de table ronde consiste bien sûr sur la veille technologique pour voir un peu où nous en sommes, quelles sont les avancées. Et je m'interrogeais sur l'efficacité aujourd'hui et la prise en compte de la question de l'anonymisation pour justement permettre l'exploitation de ces données en toute sérénité par rapport aux règles applicables au traitement de données personnelles. Il faut enlever l'aspect personnel de ces données. Est-ce que vous avez quelques pistes à ce sujet ? Alors, c'est un sujet qui est extrêmement intéressant. Alors, je pense qu'on va être rassurés. Vous allez avoir du travail comme avocate pendant un certain temps et vous allez réussir à faire en sorte qu'on ait toujours besoin de vous. Ça, je m'inquiète pas. C'est vrai que quand on regarde la manière dont ça fonctionne, on a plutôt tendance dans ce domaine-là à voir des usages nouveaux qui parfois vont plus loin qu'il ne faudrait et à corriger par la suite parce qu'on n'est pas capable d'avoir un droit qui réfléchit avant l'usage et qui organise l'usage avant qu'il ne soit popularisé. Et donc, on le voit aujourd'hui dans les exemples que tu as pris sur Nike. On a en ce moment beaucoup d'articles qui posent la question des lunettes Google. Vous allez peut-être offrir pour Noël prochain des lunettes Google à vos enfants. Il y a aux États-Unis un restaurant qui a commencé à faire parler de lui en interdisant les lunettes Google avant même qu'elles ne sortent parce que on se pose la question, si en ce moment j'ai des lunettes Google qui ont mémorisé le visage de chacun d'entre vous et que c'est conservé quelque part chez Google, je ne sais pas très bien où, alors peut-être que vous allez être très heureux de pouvoir utiliser un jour comme alibi le fait que vous étiez dans cette salle aujourd'hui et que grâce à mes lunettes Google on va pouvoir le prouver, et puis peut-être qu'à un moment ça vous jouera des tours. Donc il y aura énormément d'adaptations du droit à faire, mais encore une fois ça va être d'abord les usages qui vont le déterminer. Est-ce que parmi... Oui, sur la compliance, c'est tout, hein. Donc nous, du côté de MC, encore une fois de plus, ce qu'on a vu au quotidien, c'est deux types d'alertes. Oui, ce sont des alertes. Le premier, c'est grand public. Vous connaissez tous, 1, 2, 3 people, tout ce qui tourne autour de l'e-réputation, la réputation personnelle. C'est un problème. D'accord. Et selon les sites, il y a des réponses, mais souvent ça finit devant le juge pour essayer de demander à ce qu'ils enlèvent le nom parce que les données viennent de pays différents et on ne peut rien faire. Et c'est là où je voulais vous amener. Lors d'un débat là, il y a un mois, j'avais un peu dit que le big data, c'est à peu près comme les systèmes financiers. Voilà. On sait que c'est mondialisé, ça va très vite. Est-ce que derrière, il faut courir pour légiférer ? C'est clair que la question se pose, voilà, et on se la pose tous les jours, mais ça n'arrêtera pas le big data. Ça n'arrêtera pas le big data. Parce que les sociétés aujourd'hui ont besoin de vendre là où ils ne sont pas. Ils ont besoin de capter des utilisateurs sur Internet. Regardez la compagnie indonésienne Lion qui vient d'acheter les Airbus. Ces sociétés-là sont capables aujourd'hui de bâtir des sites Internet pour chercher des clients en France, parce qu'il y a like dans Facebook, un petit mail, prenez Lion, c'est une bonne compagnie, offre en ligne, rapide. On se dit, mais pourquoi je ne paierais pas 30 € pour faire avec Lion Paris-Londres au lieu de prendre Air France? Donc, les entreprises travaillent sur Internet, les entreprises exploitent des données hétérogènes pour leur business au quotidien. Donc, on n'arrêtera pas le big data, mais par contre, je suis d'accord avec vous, il faut être vigilant au niveau de la loi, mais bon courage. Je pense que c'est comme le système financier. Je vous remercie. Vous avez tout à fait raison quand vous parlez de mondialisation.
ce qui est important, c'est l'endroit où sont localisées les données et ça va devenir un enjeu majeur. Il y aura des zones de confiance et puis des zones de non-droit. Mais aujourd'hui, le principal problème, c'est qu'on ne sait pas où sont localisées les données que l'on contribue volontairement. Lorsque vous cliquez sur like sur un billet de Facebook, vous supposez que c'est aux États-Unis, mais rien ne vous le dit, rien ne vous l'explique et rien ne vous explique les conséquences juridiques. Et je crois quand même qu'il ne faudra pas oublier un point, c'est que la majorité du grand public n'en a rien à faire de ces aspects juridiques. Et que aller expliquer à un adolescent de 13 ans qu'il ne faut pas qu'il clique sur like alors que tous ses amis le font parce qu'en cliquant sur like, il tombe dans le cadre d'une loi américaine, machin, etc. C'est là où la réglementation restera toujours très en retard par rapport aux usages. Et puis il y a un moment où si, je reprends mon exemple de lunettes Google, si je suis tout seul ici à avoir des lunettes Google, 3 d'entre vous peuvent se lever et peuvent me demander de les enlever parce qu'ils n'ont pas envie d'être pris en photo. Si nous avons tous des lunettes Google en ce moment dans la salle, le problème est un peu inversé. Et donc, je crois que c'est là-dessus que comptent beaucoup les collecteurs de données et les utilisateurs de ces big data. C'est sur la masse. Aujourd'hui, comment supprimer l'usage de Facebook, l'usage d'un Twitter, comment empêcher des manifestants de s'envoyer des messages sur Twitter pour dire qu'ils vont faire telle action, contourner la police de telle manière, etc. C'est impossible parce que l'usage est rentré dans les mœurs. Et on s'aperçoit qu'à chaque fois qu'on essaie de réglementer, on trouve le moyen de contourner. Donc, de ce point de vue-là, la législation restera toujours en retard. Moi, je vais juste dire un petit mot. Effectivement, on a abordé pas mal de sujets. Sur la réglementation, aujourd'hui, normalement, on doit recueillir le consentement des utilisateurs. Hein. C'est la loi actuelle, en tout cas. Donc, on va voir dans quelle mesure ça va se durcir, dans quelle mesure on peut suivre ce consentement en fonction de la localisation des données. Mais il y a le consentement, c'est une première chose. Et après, il y a le droit d'informer sur la finalité d'usage de ces données. Et après, il y a aussi le problème de rétention. C'est-à-dire qu'on a le droit de garder ces données dans nos systèmes que sur la durée de l'usage et de la finalité. C'est-à-dire si je veux faire une offre commerciale pendant 1 heure, au-delà de cette heure-là, je n'ai plus le droit de conserver ces données. Donc ça, c'est des points aujourd'hui qui vont faire évoluer nos systèmes aussi. Si on se met en règle avec la réglementation, on doit être en capacité à prouver et à tracer l'effacement aussi de ces données personnelles dans les systèmes que l'on utilise. Après, maintenant, sur le big data, il y a quand même énormément de cas d'usage où finalement on n'a pas besoin d'avoir l'information personnelle d'un individu, mais où juste la densité ou le flux ou une opinion est déjà une information extrêmement importante pour les entreprises. Donc par exemple, on parle beaucoup aujourd'hui d'utilisation des données qui sont dans votre téléphone portable, donc sur des données de géolocalisation de vous, des individus à des endroits particuliers. Donc là, il peut y avoir différents moyens d'utilisation. Anonymiser ces données-là et dire tiens, il y a telle densité de population qui se déplace dans telle zone touristique, ça va intéresser déjà beaucoup de personnes, des collectivités pour comprendre l'intérêt de certains sites, des chaînes hôtelières, etc. Si maintenant on veut pousser une offre promotionnelle à un individu en particulier parce qu'il l'approche d'un magasin en particulier, là effectivement, on est un petit peu à la limite et on va devoir avoir apporté des garanties en tout cas sur l'utilisation de ces données. Mais effectivement, on attend tous l'évolution de la nouvelle réglementation européenne et je pense que ça va changer pas mal de choses. Je vais essayer de prendre un peu le contre-pied parce que la plupart de nos clients n'attendent rien de ces réglementations parce qu'on traite des données internes. Par contre, la sécurité de ces données, ils ne s'en fichent pas du tout. Alors si je suis chez Siemens et je veux savoir est-ce que j'ai une certaine technologie et qui est l'expert là-dessus, il se peut très bien que je ne peux pas accéder à beaucoup de ces documents qui recèlent cette information. Et ce n'est pas du tout le moteur de Synigua qui doit leur donner accès, on serait mort demain matin. Donc la sécurité des données est primordiale. On ne doit pas pouvoir accéder à des données via un moteur de recherche auquel on n'aurait pas accès via son application d'entreprise. C'est évident. Donc, et ça, c'est un problème technique, entre autres. Donc il faut bien garder les droits d'accès en vigueur et pas divulguer des informations.
Merci. Bonjour, Cédric Sylvestre. Je suis DG d'une entreprise Numen Digital qui est spécialiste de la dématérialisation de fonds documentaires et de la valorisation de ces fonds. Je voulais simplement rebondir sur une remarque que j'ai entendue. Le big data ne coûte pas cher. Certainement, dans un premier niveau, traiter en automatique des données, ça coûte pas cher, ça permet de donner des tendances. Pour le directeur d'une boîte, ça peut être pas mal, mais pour les directions opérationnelles, ils ont besoin d'extraction de données dans ces vastes fonds documentaires extrêmement précises. Et quand on s'engage sur de la qualité, je ne suis pas sûr justement que ça coûte pas cher. Et il ne faut pas justement donner de faux espoirs. Ça a vraiment en fait un coût. On peut automatiser de l'extraction de données, mais quand vous naviguez dans les fonds documentaires, par exemple, pour créer des dossiers pour des contentieux, il faut vraiment s'engager sur la qualité. Et là, ça a un coût. Il y a des experts métiers qui vont intervenir. Il y a des opérateurs qui vont intervenir, qui vont pallier ce que l'automatisme n'a pas pu faire. Donc sur le modèle économique, ça a vraiment un coût. Je vous remercie pour la remarque, mais encore une fois de plus, quand on parlait de cela dans le monde du big data, pour moi, le plan de classement en interne avec du contentieux, j'ai des personnes pour le gérer déjà. Mon fonds documentaire en interne avec mes dossiers projets, est-ce que je vais investir pour faire du big data dessus ? Je ne sais pas, parce qu'il y a des gens qui n'ont peut-être pas besoin de cela. Quand on parlait de big data, je le répète encore une fois de plus, c'est des choses qui sont aussi à l'extérieur de l'entreprise. Des choses sur lesquelles je n'ai pas en fait l'outil naturel en interne pour faire la composition et me ramener le résultat final. Et ce type de projet-là, aujourd'hui, quand vous prenez les offres cloud d'une manière basique, je ne vais pas les nommer, mais les Workday, LinkedIn aujourd'hui est un outil big data, voilà. Vous prenez 1, 2, 3 People, c'est un outil big data. Et après, quand je viens dans le monde de l'entreprise, il y a aujourd'hui beaucoup d'offres qui permettent à des sociétés de faire du big data dans le monde du marketing en mode SaaS, en analysant Twitter, Facebook, etc., etc. Donc quand je disais, quand je faisais allusion à la simplicité à adopter dans le big data, c'est important. C'est commencer simple, sur des périmètres connus, avec un retour d'investissement, en tout cas un truc mesurable. Donc je parlais de l'aspect RH, de l'aspect service après-vente, et après traiter des choses un peu plus compliquées. Et RH par exemple, vous prenez une solution comme SuccessFactors de chez SAP, une solution cloud, je pense que ça... on va dire ça coûte pas grand chose, quoi. C'est 15-20 euros par user par mois. C'est de ça dont je voulais parler. Et puis, si on regarde les projets Big Data qui ont été développés et qui ont réussi, c'est ceux qui n'ont pas porté attention au coût parce qu'ils ont d'abord réglé le problème de la valeur créée. Si on prend les projets chez un grand constructeur de voitures allemandes, si on prend les projets chez Nespresso, les projets autour des plateformes de collecte d'informations dans l'automobile, si on prend projets dans le domaine de la presse, etc. À chaque fois, tous les exemples que l'on a montrent qu'on a, comme on l'a dit tout à l'heure, identifié une niche. On n'a pas dit l'entreprise va devenir Big Data. On a identifié un sujet à l'intérieur de l'entreprise où quelques données allaient pouvoir apporter de la valeur si elles étaient utilisées de manière différente de ce qui était fait jusqu'à présent. Et cette valeur-là étant calculée, le problème du coût disparaît complètement. Si je génère 1000 et que ça me coûte 1200, je ne fais même pas le projet. Donc je ne me poserai jamais la question. Si je génère 1000 et que je m'aperçois que ça coûte 100, 200, 300, 400, peu importe, ce qui est important, c'est combien je vais en retirer à la fin. Donc tous les projets qui réussissent aujourd'hui, moi j'en ai rencontré une 50aine ces derniers mois, tous les projets qui fonctionnent sont des projets qui ont abordé le problème sous l'angle de la valeur générée et du chiffre d'affaires supplémentaire obtenu. Et beaucoup plus d'ailleurs sous l'angle de chiffre d'affaires supplémentaire que sous l'angle de réduction de coûts. Les projets qui fonctionnent bien, c'est les projets qui créent de la valeur, pas qui suppriment la valeur créée ailleurs. Et dans ce cas-là, la problématique de coût se pose finalement relativement peu parce qu'on ne fait même pas de devis, on ne fait même pas d'estimation avant de savoir combien ça va rapporter. D'autres remarques, questions? Une dernière, non? Eh bien, comme Hans a été gentil et qu'il n'a pas trop parlé de Cinéco, on va lui laisser la conclusion. Ouh là là. Non, il faut que je sois bien élevé. D'accord. Non, mais je ne vais pas prendre 3 minutes.
si je devais faire la conclusion, c'est que il vous faut des outils pour valoriser ce que vous avez. Si vous les laissez tel quel dans des cimetières, vous devenez jardinier de cimetière. C'est un beau métier. On est à l'extérieur, dans le sud de la France, c'est génial, mais pas toujours. Alors, il y a beaucoup de gens qui parlent aussi d'une nouvelle tendance que l'information est le nouveau pétrole de notre ère. Ouais, bof. Je pense qu'il y a pas mal d'ailes brûlées parce que tout d'un coup, on voulait faire trop de choses à la fois sans regarder le diable dans le détail. Et donc, et peut-être on était mal outillés aussi. Alors, on peut faire beaucoup plus. Il ne faut pas vouloir révolutionner votre entreprise demain, mais vraiment, comme disait Philippe, regardez là les points où vous pouvez ajouter de la valeur. Et je vous donne une dernière anecdote pour dire ça existe. Notre premier projet du Crédit Agricole, qui n'était peut-être pas Big Data encore, mais qui allait le devenir, on a fait parler le responsable du projet à une journaliste des Échos, qui évidemment a posé la question, les ROI, combien de temps vous avez mis? Et le monsieur a dit, je vérifie que mon collègue de commercial n'est pas là parce qu'il n'aime pas ça, 1 semaine. La journaliste croyait qu'il se moque d'elle. Elle dit, mais honnêtement, arrêtez. Elle dit, oui, 1 semaine. Parce que faites le calcul, les données que je vous ai données, on a épargné tout ce qu'on a payé en 1 semaine. Bon, pourquoi mon collègue n'aime pas ça? Parce que d'abord, c'est pas très crédible. Je ne sais pas si vous me croyez ou pas, mais bon, je vous donne l'adresse de la personne, vous l'appelez. Et deuxièmement, pour lui, c'est pas très bien. Parce que ça veut dire qu'il aurait dû le vendre 10 fois plus cher. Parce que 10 semaines, ça aurait été très bien encore. Et donc, c'est pour ça qu'il y a des choses qui ne sont pas chères, dans le sens que la valeur créée fait que c'est, en anglais, on dirait un no-brainer. Vous n'avez même pas besoin de réfléchir, c'est évident. Mais gardez-le quand même en dessous du radar pendant un certain moment pour votre propre protection et pour donner de l'attraction au projet jusqu'à ce que ça s'impose. Je reste là. Parfait, bah écoutez, merci à tous, merci de votre participation. Donc restez sous le radar, on ne divulguera pas le nom de tous les participants à cette conférence, vous pouvez rester sous le radar tranquille. Les intervenants sont à votre disposition si vous avez des petites questions complémentaires à leur poser. Merci à tous, merci à ceux qui nous ont suivis sur Internet et puis on se retrouve très bientôt pour de nouvelles tables rondes.